10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Mon avis sur Draw au Paris Saint-Germain et un long mot, comme promis, sur l'United de Michael Carrick. C'est le programme d'aujourd'hui, les gars, j'espère que tout roule pour vous. Tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Hier, on a fait le duel, la guerre déclarée entre les deux Olympiques, Nwaneri contre Hendrick. Ce qui est en train de se passer sur cette deuxième partie de saison en Ligue 1. Mais aujourd'hui, l'annonce officielle, la visite médicale passée il y a quelques minutes à peine par Dro Fernandez au Paris Saint-Germain. Signature à suivre, contrat jusqu'en 2030. Bien sûr, pourra figurer dimanche dans le groupe au plus tôt, pas qualifié pour la Ligue des Champions, comme on sait. Mais donc, Dro, 18 ans, arrive à Paris. Qu'est-ce qui l'a convaincu? Peut-être le fait de partager le même agent que Luis Enrique, Ivan de la Peña, beaucoup d'autres choses qu'on va raconter aussi. Comme d'habitude sur ces moments transferts, j'aime bien faire un triptyque, le joueur, le club qui vend, le club qui achète, les intérêts des différentes parties. Et peut-être, on peut commencer aussi par qui est-il, ce petit gars de 18 ans qu'on avait vu en pré-saison sur la tournée asiatique du Barça, on en avait discuté un petit peu à l'époque. Un joueur qui a 5 mois à peine, à ce moment-là du coup, le Barça consacrer une vidéo entière sur sa chaîne YouTube à Dro, de la Masia à l'équipe première, best of de Dro, un nouveau crack Massian qui émerge, qui arrive. Et ouais, les images, c'est les images d'un vrai petit bébé dans cette vidéo. Qui est-il? Peut-être juste le profil technique très basique, il n'est pas encore hyper clair parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps d'exposition, mais ça ressemble à un bon petit joueur Massian comme on les connaît, donc 1m80, pas le plus grand, mais super qualité technique, les contrôles jambes éloignées, l'ouverture des hanches très large pour pouvoir avoir une vision 360 degrés, la qualité technique dans les petits périmètres sur la tournée asiatique, notamment contre Daegu, le Vissel Kobe. Il avait montré des choses hyper intéressantes dans les demi-espaces, les prises de balles, les liaisons avec le partenaire et surtout, Flick avait pas mal investi dans son développement. Donc apparemment, furieux, très déçu de son départ, la plus grande déception de sa vie d'entraîneur, c'est pas du verbatim, c'est rapporté par Sport, donc peut-être à prendre avec des pincettes, mais il avait l'air vraiment pas content, même en conférence de presse interrogé sur le sujet, pas grand-chose à dire là-dessus et écarte assez vite, pas content de voir un petit gars de 17 ans à l'époque, sur lequel il avait plutôt misé, commencé à donner du temps de jeu, même une titularisation contre l'Olympiakos en Ligue des Champions sur la phase de Ligue, pas content de le voir partir à Paris. Dans ce match contre l'Olympiakos, il avait donné une passe décisive, il avait joué 60 minutes, positionné en tant qu'ailier gauche sur le papier. Servi ici, il montre tout de suite qu'il a la qualité pour éteindre un ballon très fort qui lui arrive dans les pieds et se retourner en une touche, donc ça c'est tellement classique, Massian. Accélère, transmet à Fermin, et Fermin fait un récital pour aller planter le deuxième but de ce match. Dans cette action, il y a peut-être un petit peu tout de la situation de Dro 2026. C'est à la fois la qualité pour réaliser cette action, et notamment, si vous allez revoir 38e minute, la qualité pour vraiment tuer ce ballon lourd qui lui arrive dans les pieds avec un contrôle soyeux, mais aussi quand c'est conclu par ce moment de lumière de Fermin Lopez, ouais, ça signifie aussi des choses sur son avenir au Barça, à sa position, qui est véritablement celle de 10, peut-être 10 demi-espace, 10 fluide, 10 polyvalent, mais 10 milieu offensif, meneur de jeu plutôt avancé. Et il y a un paquet de monde au Barça. Dani Olmo, une des 3 seules vraies recrues du Barça sur les 3 dernières saisons, une des 3 recrues payantes à plus de 5 millions. Dani Olmo, Fermin Lopez, qui est encore plus en train d'éclater cette saison, qui a que 22 ans, encore 23 ans en mai. Ça fait déjà un secteur plutôt bouché dans le 4-2-3-1 sur le papier du Barça, où il y a clairement 2 places qui sont déjà pour Pedri et Frenkie. Et il y a même Gavi, qui a que 21 ans. Dro est 4e dans la hiérarchie. Et même à gauche, aligné à gauche face à l'Olympiakos, donc c'était lui et Fermin, ce qui signifie que clairement, il ne va pas être positionné en tant que 10 dans un match de Ligue des Champions. On lui donne plutôt le flanc gauche. Même sur le flanc gauche, en plus de Rafinha, un des 3-5 meilleurs joueurs du monde, et il y a Marcus Rashford qui lui aussi son prêt est convaincant, va être prolongé je crois de ce qu'on voit, ou l'option d'achat levée, ou quelque chose est en train d'être négocié pour pouvoir garder Marcus Rashford sur la saison prochaine. Donc c'est vrai que quand tu dis que tu es derrière Rafinha, derrière Rashford, derrière Fermin, derrière Dani Olmo et même derrière Gavi, malgré le fait que Flick ait beaucoup investi dans son développement, et ça c'est vrai, pour un gamin de 17 ans, il n'y a rien à redire, les minutes potentielles pour Dro, elles n'allaient pas être légion, et sur cette saison en Liga, il a joué 45 minutes contre la Real Sociedad, 2 minutes contre Elche, 26 contre l'Athletic Bilbao, 16 contre l'Atlético Madrid, ça fait 40 minutes depuis octobre.
C'est un gamin, il a 17 ans, 18 ans, c'est le Barça, faut pas s'attendre à... Voilà. Mais c'est sûr que les possibilités devant lui, l'horizon était peut-être un petit peu bouché. Et de la qualité qu'on a vue, il a quelque chose à apporter dans des matchs professionnels dès maintenant sur la tournée asiatique, comme on avait dit, on en avait parlé à l'époque, des portées, des conduites et même ce but contre le Vissel Kobe d'une frappe extérieure de surface, où d'ailleurs il y avait cette frappe, et je suis allé voir du coup les images en Youth League, il marque un but contre Monaco, la SM, top frappe extérieure de surface, il a l'air d'avoir ça aussi dans sa palette, dans son registre. Peut-être trop de talent pour effectivement rester sur le banc. Est-ce que ça aurait pu être un prêt quelque part d'autre, peut-être en Espagne, mais je comprends aussi que le Paris Saint-Germain ce soit très attractif. Donc non seulement le discours avec Luis Enrique, on imagine qu'ils ont discuté ensemble, le même agent, c'est encourageant, et Paris fait jouer ses jeunes. Alors cette saison, Mayoulou, toute compétition confondue, a déjà 20 titularisations, 1600 minutes, c'est le 7e joueur le plus utilisé du PSG, à 19 ans. Mayoulou avait déjà commencé la saison dernière, bien sûr, son but en finale de Ligue des Champions, mais il y a aussi Mbaye, il y a aussi Ndjantou, qui à eux deux ont 14 titularisations, 1400 minutes à eux deux, des petits gamins dont on n'avait quasiment pas entendu parler avant le début de saison, qui pareil, Mbaye vient d'avoir 18 ans, Ndjantou a eu 18 ans cet été je pense. Donc ouais, il y a des possibilités à Paris. Paris est le 2e club en Europe sur les 96 des 5 championnats majeurs qui a la plus basse moyenne d'âge, et que Strasbourg qui a moins, 2 ans de moins, le projet est assez clair. Le Barça aussi il fait 25 ans de moyenne d'âge, 25,3 sur les joueurs qui jouent des minutes pour le Barça. Le Barça est 6e sur 96. Mais au Paris Saint-Germain, dans cette position, pour ce fameux joueur 12, 13, 14, 15, 16 dont on parlait sur le mercato estival dernier, un des champs principaux d'action du Paris Saint-Germain, avoir un banc plus étoffé que l'année dernière, où tu avais ces matchs de Ligue des Champions grosso modo à 12 joueurs, et ben la polyvalence de Dro, très modulable. Luis Enrique peut encore en faire un petit peu ce qu'il veut. Vu la situation économique et comptable du Barça, peut-être une petite situation délicate par rapport à ça. Je pense que même économiquement, il s'y retrouve et peut-être il gagne plus d'argent là à court terme au Paris Saint-Germain qu'au Barça. Pour moi, c'est pas un move comme d'autres qu'il y a pu avoir par le passé où tu dis, ok, il quitte un club, son club dans lequel il est au moins post-formé, ou pour un autre gros nom, mais pas beaucoup de minutes garanties sur le papier. La situation de Luis Enrique et le fait que ce Paris Saint-Germain fasse beaucoup jouer les jeunes, c'est un move difficile à accepter pour le Barça, clairement. Je pense que si tu es dans une autre situation économique et comptable, tu l'as vite sécurisé, tu as vite augmenté la clause libératoire beaucoup plus tôt que les 6 à 8 millions que vont payer le Paris Saint-Germain, que va payer le Paris Saint-Germain. Mais ouais, pour moi, c'est assez significatif sur la nouvelle dynamique du PSG, qui est capable de prendre des jeunes joueurs au Barça, mais pour les faire réellement jouer, qui a fait infléchir le rapport de force sur la post-formation dans d'autres dossiers. Mais là, c'est un vrai petit coup et on verra. On n'a pas encore beaucoup d'images et beaucoup de matière pour analyser Dro. Mais je pense vraiment qu'il peut servir à Paris. Je pense que c'est plutôt un bon move pour lui et je comprends du coup que le Barça soit deg de le perdre. Donc on verra sur les prochaines semaines. On ne verra pas ça en Ligue des Champions, mais on verra en Ligue 1 et peut-être un petit peu sur les tours avancés ici et là. La rivalité Paris-Barça vient encore, une nouvelle page vient d'être écrite dans cette rivalité. Très intéressant, assez significatif sur la nouvelle dynamique de ce club. Le pari des petits, le pari des titis, le pari des gamins, ce pari de Luis Enrique et des joueurs flexibles positionnellement, qui sont forts techniquement, mais qui aiment le travail sans ballon aussi. Une page de plus dans ce chapitre. Parlons maintenant d'United et la révolution Michael Carrick. Qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? J'ai vu les 2 premiers matchs, j'ai rattrapé Arsenal ce matin, j'avais vu City cette semaine. Ils viennent de battre coup sur coup les 2 premiers du championnat. Sur ces 2 premiers matchs à United, Carrick fait très fort. Et alors quand on dit les 2 premiers matchs de Carrick sur le banc d'United, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il avait déjà été intérimaire en 2021, bien sûr. 3 rencontres à l'époque entre Solskjaer et Rangnick, 2 victoires, 1 nul. Une victoire déjà à l'époque contre Arsenal, une contre Villarreal, un match nul contre Chelsea. Michael Carrick à United, il est arrivé avec Steve Holland, l'ex des 3 Lions, et Johnny Woodgate dans son staff. Quand j'ai entendu Woodgate, je me suis dit non, ça peut pas être vraiment l'ex-défenseur central du Real Madrid, Johnny Woodgate. Il a coupé les cheveux, il y a des grosses cernes qui ont apparu, mais c'est bien Johnny Woodgate sur le banc de Michael Carrick. Qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Qu'est-ce qui est en train de se passer à United? Alors, j'ai vu les 2 matchs, je vais dire la première chose, c'est 2 matchs extrêmement différents. Contre City, à Old Trafford, une démonstration de force dans un Old Trafford en feu. Ils peuvent gagner 5-0 ce match sans problème.
C'est une masterclass de projection et de verticalité, de jeu tranchant, à l'image du premier but. Bruno qui accélère, on a les deux ailiers, Dorgu à gauche, Amad à droite, Mbeumo en neuf, Mbeumo servi, et quelle finition avec beaucoup de vitesse. Cette frappe sortante, j'adore. C'était vraiment une démonstration de puissance, de rapidité, The United Way. Qu'est-ce qui s'est passé contre Arsenal ? Match différent, match de caractère, de résilience, de combat, avec des moments lumière, c'est vrai, mais surtout match de combat. Et peut-être que dans cette rencontre, Arsenal perd 2-3, peut-être qu'un nul serait un petit peu plus logique sur le résultat. United a 3 tirs cadrés, 3 buts, 0,71 XG produit, 1,19 pour Arsenal. Peut-être qu'un match nul serait plus logique, mais c'est aussi une rencontre où il y a beaucoup de choses positives à retirer. Alors, je vais essayer de poser la meilleure question pour moi. Qu'est-ce qui a changé ? Et le plus évident, je dirais, c'est la mentalité. Des images comme ça, sincèrement, les gars, ils devaient absolument détester Amorim parce qu'ils ont tourné la page et ils sont prêts à vivre des matchs de combat. Je trouve dans l'attitude, il y a quelque chose qui est en train de se dégager. C'est un truc un peu abstrait, entre guillemets, mais pour moi, ça reste le plus visible. Les duels, les batailles, la contre-pression, le clin d'œil de Mbeumo au coup de sifflet final, dans tous les duels, dans le body language, dans le non-verbal, dans les célébrations aussi. J'ai vu par exemple, après le 2-1 de Dorgu, il vient pour checker Bruno, respecter Bruno. Bruno lui dit non, on s'en fout de ça. Fais ta célébration, slide. Ils sont contents, gros câlin. C'est vraiment le jour et la nuit. Les gars ont l'air de s'adorer maintenant. Et avec Amorim, ça devait vraiment pas bien passer à la fin. J'ai vu avec Maguire, ils kiffent Carrick, ils sont heureux et ils se donnent sur le terrain. Dur à quantifier précisément, mais c'est aussi dur à rater quand tu mets en face un match de la fin d'Amorim et un des 2 matchs de ce début de Michael Carrick. Il y a quelque chose de très très différent. La deuxième chose la plus évidente qui a changé, bien sûr, c'est le système. Amorim, toujours la défense à 3, le 3-4-2-1. Avec United, 4-2-3-1, / 4-4-2, / un petit peu de 4-3-3, mais défense à 4, Martinez, Maguire, les 2 centraux, double pivot, Casemiro, Mainoo. Et Bruno en 10 du 4-2-3-1. Un peu proche de Mbeumo aussi, beaucoup de jeux combinés avec Mbeumo, par exemple ici, sur ce ballon vertical de Maguire, c'était contre City. La liaison avec Mbeumo, Bruno, Mbeumo, top double 1-2, et derrière Dalot, même s'il est parti hors jeu, lancé dans la profondeur. Le système a changé, j'ai pas envie de trop m'attarder sur le système parce que ça peut être un petit peu une fausse indication parfois. En fonction des matchs, il y aura des animations tellement différentes, des intentions de jeu différentes, etc. Donc, mais disons, oui, c'est vrai, le système a changé et surtout ce que ça signifie, c'est les choix d'hommes. Et là, le choix d'homme numéro 1, la plus grosse différence peut-être entre l'United d'Amorim et l'United de Carrick, c'est Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo, avant l'arrivée de Carrick, pas une seule titularisation en Première Ligue. Depuis son arrivée, c'est 2 fois 90 minutes. Si on doit retenir un choix d'homme de Michael Carrick, c'est le retour de Kobbie Mainoo. Et au milieu de terrain, qu'est-ce qui fait du bien ? Juste redécouvrir Mainoo, pour moi, c'est une nomination d'entraîneur réussi. Parce que sur ce jeu, par exemple, de Maguire, pour Mainoo, il est pressé par Semenyo. Si vous avez vu cette action, waouh, les screenshots lui rendent pas justice. C'était tellement soyeux. Juste l'orientation trompe Semenyo et la progression derrière. Cette petite feinte de corps, le serpent Mainoo à l'intérieur, délicieux, vraiment. Super action. Et derrière, United progresse. Sur ce jeu pareil, vertical de Lisandro Martinez, on a beaucoup parlé de Lisandro Martinez. Bruno en appui sur Mainoo, 3e homme, qui va trouver le renversement de jeu autre côté pour Dalot. Il a apporté tellement de liant et de fluidité à l'intérieur. Il résiste plutôt bien dans les duels aussi, dans les impacts. Perd peu de ballons, fluide, transmet bien. L'arrivée de Kobbie Mainoo, le retour de Kobbie Mainoo, ça a changé tellement de choses dans le build-up d'United et dans la qualité axiale de cette équipe. Pour moi, c'est le point majeur. Même le 3e but de Manchester United hier, le moment de lumière de Matheus Cunha à la 87e minute, quelle frappe dans le soupirail de Raya. Même ça, à la base, ça vient de quoi ? Ça vient d'un jeu combiné axial petit périmètre de Bruno et Mainoo qui transmet un super petit ballon comme ça extérieur malgré l'arrivée de Rice pour Matheus Cunha. Deuxième chose, Lisandro Martinez, qui était déjà en train de revenir sur la fin de Ruben Amorim, mais dont Amorim n'a pas pu pleinement profiter. Il est vraiment de retour de blessure là, il enchaîne les titularisations, et pareil, 2 fois 90 minutes sous Michael Carrick. Son arrivée, quand on parle de fluidité axiale, de build-up réussi, excellent jeu progressif là pour Bruno. Bruno, pareil, dans ce registre, en tant que 10 de 4-2-3-1, s'appuie sur Casemiro qui est monté une ligne plus haut, c'est top, c'est bien fait, mais vraiment Lisandro Martinez, avec ballon, ce qu'il apporte notamment face au bloc là, médian agressif d'Arsenal pour trouver à l'intérieur Casemiro. Il y a une stat qui est sortie sur Lisandro Martinez, c'est le joueur qui a réussi le plus de passes qui cassent une ligne
à l'Emirates hier. Et depuis le Boxing Day, il est le joueur de Manchester United avec le plus de passes qui cassent des lignes. 55 en 6 matchs. Meneur de jeu reculé, qui résiste bien aux charges ici et qui est capable, je trouve, avec beaucoup de courage, beaucoup d'audace, quelque chose qui manquait un petit peu dans le build-up d'United, certainement dans ce build-up à 3 centraux, de Ligt, où on se déchargeait les responsabilités. Martinez, il prend toute la responsabilité. Et là, pressé par Odegaard, il y a Zubimendi qui arrive derrière, il fait le petit jeu sauter pour passer et permettre à United de casser une ligne par la portée cette fois. Vraiment, l'apport de Lisandro Martinez, je vais pas mentir, un de mes centraux préférés sur la ténacité et la qualité technique. C'est tellement dommage les blessures parce que c'est un top joueur. Et il a encore montré à l'Emirates. Et même le 2-1, donc on a parlé du Cunha qui vient de Mainu, le 2-1, cette frappe extraordinaire de Dorgu, la combinaison avec Bruno, double 1-2 intérieur, triple 1-2 même, montre ce que United est capable de faire dans ses poches maintenant, la finition extraordinaire. Mais même tout ça est venu à la base, pareil, d'une passe qui casse une ligne de Lisandro Martinez, très haut là, au-delà de la médiane, et qui trouve Dorgu dans la poche. C'est super bien fait. Et après, défensivement, honnêtement, Maguire, Martinez, ça marche très bien. La ligne de 4, ça marche bien. Et Bruno, là, quand il perd ce ballon plein axe, ils ont plutôt bien contrôlé la percée de Rice, les deux. Et ensuite, quand Rice cherche le double appui sur Saliba, le centre en retrait, Lisandro Martinez a super bien anticipé, bloque le tir de Rice, c'est super bien défendu. Et cette protection de surface, elle a rendu Arteta fou. Contre Haaland aussi, je crois sur leur podcast, peut-être Paul Scholes, quelques autres, peut-être Kim, peut-être un autre, disait bon, il va pas mal souffrir contre Erling Haaland. Pareil, il a fait un top match, il a totalement sorti Haaland de la rencontre. Les duels, même aériens, les charges physiques, il résiste et il prend contrôle du ballon. Ici, il y a des tirages de maillot violents, il prend contrôle du ballon à 40 mètres. Il a fait un top match contre Haaland, il a fait un top match contre Arsenal. Lisandro Martinez de retour à très haut niveau. Et la ligne de 4 dans l'ensemble aussi avait très bien défendu contre City. Face à Doku, Dalot, top tac surface pour bloquer le centre. Pareil, Dorgu, qui ne fait pas partie de la ligne de 4, qui est plus haut, mais qui la protège sur le centre de Ryan Cherki. Ouais, franchement, une ténacité retrouvée. Je pense au moins sur la protection de surface, mais sur beaucoup de choses, ça caractérise bien ce que fait United sans ballon. Et après, techniquement, je les trouve libérés, peut-être redevenus rugueux, mais avec ballon, redevenus soyeux aussi. Des moments comme ça, la petite talonnade, c'est top. L'enchaînement pirouette de Dalot, c'est bien fait. Les dézonages de Bruno aussi, qui dans cette position 10, seul 10, peut être beaucoup plus fluide. Ici, le petit ballon par-dessus de Shaw, remise en une touche pour Casemiro, qui boum, va aller chercher la largeur opposée avec un drop comme ça. Ils sont plus libérés, hésitent moins, je trouve, sur leur projection, cherchent moins à contrôler, et même sur des transitions. Contre City, ils ont eu tellement de transitions dangereuses où boum, Bruno cherche la largeur adverse. Quelque part, c'est United que je trouve à la fois plus combatif, beaucoup plus combatif maintenant, et plus juste techniquement aussi. Quand tu penses justesse technique et combativité, c'est vraiment une vraie équipe Bruno maintenant. Le joueur qu'il est peut infuser tout le reste du collectif. Cette équipe semble vraiment faite pour lui. Ça fait que 2 matchs, et j'ai aussi envie de nuancer pas mal de choses qu'on dit. Ça semble fou de nuancer en disant l'adversaire, alors que l'adversaire c'était Arsenal à l'Emirates et City. J'ai vu aussi des choses dans leur rencontre aux deux, Arsenal, Arteta et City de Guardiola. Par exemple, le 2-0 d'United, c'est calamiteux comme c'est défendu. On en a parlé déjà, Ake, Roussanov et le Max Allen qui est sorti, le petit Max Allen malheureusement qui est sorti à la mi-temps et pas au niveau. Donc City vraiment défensivement, c'était très difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que pour Arsenal, je suis pas si inquiet que ça malgré la défaite. Hier, je les vois quand même gagner le titre. Pourquoi ? Parce que City, sans Dias, sans Gvardiol, c'est sûr jusqu'à la fin de saison, Dias va revenir. Ok, Gueye, l'intégration, mais je pense qu'ils sont pas à la hauteur de vraiment. Peut-être Arsenal ne sera pas un grand champion, mais je vois pas de poursuivant qui soit capable vraiment de les challenger. Je pense pas non plus que ce soit Aston Villa, même si c'est bien ce qu'ils font, etc. Mais donc c'est pour ça, petit détail, mais on verra sur les prochains matchs. Arsenal aussi. Arsenal, par exemple, là, Raya passe entre Bomo et Bruno. Il y a des moments où cette pression, elle marche pas. La première ligne est cassée et Declan Rice, ensuite, en 2 touches, va aller casser la deuxième. Là, d'un coup, il y a 6 joueurs qui sont fait sortir de l'action. La première ligne du 4-4-2 et la deuxième ligne du 4-4-2. Là, potentiellement, 5 contre 4, un 2 contre 1 au moins avec Trossard. Mais le problème, c'est que le gars qui est trouvé, c'est Piero Hincapié. Quand tu alignes 4 défenseurs centraux, tu tires pas le maximum de ses opportunités. Et Hincapié cherche pas du tout la percussion, pas du tout le 1 contre 1, pas du tout le 2 contre 1 local avec Trossard. Il cherche quoi en première intention ? Le centre distant. Finalement, se ravise, met la semelle sur le ballon, passe négative, Arsenal s'installe. Si là, à la place d'Hincapié, c'est Nuno Mendes qui est trouvé, la suite de l'action, bien sûr, c'est totalement différent. Peut-être même pour Arsenal, Luis Kelly à la place d'Hincapié. Ce serait différent. Il y a eu aussi des choses dans cette rencontre
qui m'ont fait dire, ok, United fait un bon match et tout, mais en face, il y avait aussi des problèmes. Et les supporters, je pense, en étaient assez conscients. Et enfin, mon dernier point de réserve d'alerte, puis le premier point de réserve, c'est que ça fait que 2 matchs. Donc, on va voir les autres matchs. Mais un autre point de réserve, c'est Dorgu, qui est sorti en se tenant l'ischio. Je crois que Carrick a dit on espère que ce soit une crampe plus qu'une blessure. Mais j'espère pour lui parce que très très important dans ce nouveau rôle. Ça paraît dingue après avoir battu City et Arsenal. Mais je pense que la série de matchs qui vient est peut-être encore plus intéressante, il y a moins théorie de l'électrochoc, et quand United se retrouve dans des rapports de force qui doivent être dominants, contre Fulham, Fulham est bon, Fulham est 7ème, mais c'est Fulham à Old Trafford, Tottenham est pas bon, Tottenham est pas 7ème, c'est à Old Trafford aussi, ensuite c'est West Ham qui est 18ème, c'est Everton qui est 11ème. Sur cette série de 4 matchs, est-ce qu'on revoit ce qu'on a vu contre City par exemple? Ce serait intéressant. Moi, de toutes les choses que je souhaite voir sur la planète foot et revoir, ça fait longtemps que le retour d'United, c'est top 5. Je veux revoir United au premier plan. Les gars, ça fait tellement longtemps. Il n'y a personne qui a réussi depuis Ferguson. Les revoir challenger pour des titres, année après année, les revoir dans des tours avancés de Ligue des Champions. En vrai, j'aurais l'impression de revivre mon enfance. Et même, ça nous donnerait encore plus de matchs kiffants en Première Ligue. City United deviendrait un derby sportif, même s'ils ont gagné une finale de Cup et tout récemment, mais un derby sportif saison après saison, peut-être pour le titre, ce serait fou. United Arsenal, ce serait le retour des années Wenger-Ferguson, Roy Keane, Vieira. Il y a tellement d'animosité à réveiller aussi dans ce choc-là. United Liverpool, bien sûr, le derby d'Angleterre, le plus gros match d'Angleterre sur le papier. Ça aussi, on aimerait que ce soit des batailles pour le titre, même que ce soit des quarts de finale, demi-finale de Ligue des Champions parfois. Donc ça fait que 2 matchs. Faut pas trop qu'on s'emballe, mais ça se passe bien pour l'instant. Et il y a du talent dans cette équipe, et il y a aussi, je pense, des postes qui peuvent être significativement améliorés au mercato estival. Si United termine bien la saison, se qualifie pour la Ligue des Champions, Carrick reste, et un bon mercato est fait, peut-être qu'ils sont de retour. Je le souhaite pour eux, et je le souhaite pour moi-même, j'espère le voir. Voilà mon avis rapide sur Draw, sur l'United de Michael Carrick. On va continuer de suivre la progression d'United de très très près, notamment contre Fulham semaine prochaine. Et on a une immense semaine qui arrive aussi, comme j'ai dit, avec de la Champions, preview de ce multiplex, débrief du multiplex, draft Ligue des Champions avec Stan, live Ligue des Champions pour le tirage au sort, vidéo historique où on va justement parler de Manchester United qui arrive ce week-end et dans notre club aussi. Qu'est-ce qui arrive? Une draft positionnelle avec Scipion, nouveau concept que je suis en train d'inventer. Il se passe plein de choses sur la chaîne, 10 jours fous qui arrivent. Donc restez connectés. Merci d'être là les gars. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve nous dès demain. Prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Bisous.